Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Le Trèfle. On est à une vingtaine de matchs, 21 je crois d'ailleurs si je dis pas de bêtises. On enregistre juste au lendemain de la victoire contre le Heat. Victoire des Celtics menée par un grand Pedersen, donc la star des Boston Celtics qu'on attendait tous évidemment. On va aller très rapidement droit au but. Les deux acolytes qui sont avec moi pour cet épisode du jour sont en fait les deux seuls qui ont survécu un peu à la grosse, à la grosse, la grosse séquence estivale du trèfle qui a vu le départ, on le rappelle, de nos très chers collègues Pierre et Robin, qui sont donc Azad et Vincent. Salut Azad, comment tu vas? Bah écoute, ça va tranquille, hein, ça se passe bien. Début de saison assez tranquille au final, assez surprenamment. Porzingis est déjà de retour, donc c'est bien, ça donne déjà un peu du grain à moudre. Et ce qui est plutôt bon aussi, je trouve, dans l'analyse, c'est qu'on a commencé à voir déjà les gros défauts potentiellement que l'équipe pouvait avoir sans Porzingis défensivement. Donc ça va être intéressant de voir comment son retour va déjà un peu impacter la saison. Oui, c'est vrai. Et on a tous pu voir sur Twitter que tu avais plus de yeux sur Marcus Smart et les Grizzlies en ce moment que sur les Boston Celtics. C'est pas impossible que peut-être je fasse un moment un article sur Marcus Smart pour le Celtics blog. Peut-être que je vais leur imposer le sujet alors qu'il y est même plus. Peut-être. Et donc le deuxième, c'est Vincent. Salut Vincent, comment tu vas? Salut, ça va très très bien. Très très bien. Rien de plus, rien de plus, rien de moins. Ah, Ça va juste pas, bien. pas trop de manque de Marcus Smart, toi? Non, moi vous savez, je vis très bien sans Marcus, c'est horrible. Je vais me faire des ennemis. Ouais, Ça n'a surtout pour. jamais été un ami, hein, donc on ne pourra pas devenir ami dans tous les cas. Exactement, exactement. Moi, tant que j'ai mon Derrick White, tout va bien, quoi. Ouais, super. Ouais, surtout que maintenant, Super. les fans des Celtics ont une nouvelle coqueluche. Pourquoi avoir Marcus Smart quand tu peux avoir Oh, Peyton waouh, Pritchard? waouh, waouh. Bon, au final, je vous ai pas prévu, mais je vais je vais devoir y aller, je crois. On embrasse Hugo évidemment, Bien qui a pas entendu. pu être là, le grand défenseur de Peyton Pritchard. Je vous propose de commencer directement en parlant de défenseurs. On va parler de la défense. Alors, on va énumérer un peu quelques points qu'on voulait aborder là pour parler du début de saison des Celtics. Le premier point dont on voulait parler, c'était la défense. Je ne sais pas lequel des deux veut se lancer en premier. Le ressenti qu'on a sur les premiers matchs, c'est qu'on a l'impression que il y a ce côté un peu, ils jouent en claquette un peu les Celtics et en fait, défensivement, ils ont pas l'air très concernés, mais que dès qu'il faut, il y a un peu ce bouton switch on dirait où ils peuvent se mettre à défendre le fer, d'un coup et faire des runs du coup, assez impressionnants. Juste pour donner quelques chiffres, globalement, on a les mêmes principes, bon, ce qui est assez logique parce qu'on a le même roster et le même coach. On a les mêmes principes de défense que la saison dernière, à savoir défendre le cercle et les 3 points, notamment dans le corner. Par contre, on voit que dans l'efficacité, on est à 67%, on autorise 67% de réussite sur les tirs au cercle, c'est 20e de NBA. L'année dernière, on était 5e. Ça va être aussi expliqué par l'absence de Porzingis, entre autres. Mais voilà, du coup, je sais pas lequel veut se lancer là-dessus sur la défense des Celtics qui a l'air un peu timoré, on va dire, sur ce début de saison. Moi, si tu veux, je peux y aller, mais je suis un peu d'accord avec toi. Je m'étais noté en tout premier. Oh, je pense que pour l'instant, on défend un peu en tongue. Et j'ai fait comme toi, j'ai été voir un peu les chiffres de fréquence de ce qu'on autorise. Donc, effectivement, la fréquence, elle est à peu près comme l'année dernière. C'est-à-dire que les principes, tu l'as dit, ils sont à peu près les mêmes.
mais l'efficacité adverse, elle est bien meilleure. Euh, donc j'avais ce compte un peu négatif. Après, d'un autre côté, tu restes une défense top 10 NBA, il me semble. J'ai pas été vérifié, mais tu dois être une top 10 défense. Tu joues depuis le début de la saison avec sans protecteur de cercle littéralement parce que Horford protège plus le panier et après tu as que des pivots au minimum. T'as l'impression que tout le monde est pas à fond et malgré tout ça veut dire que en fait, ton plancher de défense c'est top 10 NBA. Bah finalement est-ce que ça serait pas finalement une bonne nouvelle? Je sais pas ce que vous en pensez mais plus j'y réfléchis plus je me disais ah ok donc on a l'air pas à fond et en fait on est déjà bon. On n'est pas excellent, pas comme l'année dernière, mais on est déjà ok, on va dire. Donc, ce constat un peu qui pourrait être négatif de prime abord, bah, finalement, ça me laisse espérer qu'on peut retrouver rapidement, et notamment avec le retour de Porzingis, on l'a déjà vu sur les deux trois matchs qu'il a joué, qui sera impactant de toute manière. Ne serait-ce que pour tout ce qui viendra proche du panier, s'il est dans les parages, il va faire du bien. Bien mieux que tous ceux qui ont joué jusqu'à présent à sa place. C'est vrai que c'est. Alors, si tu veux voir le verre à moitié plein, c'est vrai que de se dire que en fait, on a l'impression qu'on joue de manière assez, euh, bah, ouais, assez limite nonchalante en fait, assez moyenne, sans forcément toujours faire les efforts. Et malgré ça, bah, on est quand même deuxième de NBA, on est quand même, comme tu as dit, top 10 défense de NBA, sachant qu'on a eu Porzingis du coup pas là pendant un certain temps. Azad, toi, tu penses que est-ce que c'est juste une question de on attend les playoffs patiemment ou c'est plus lié au fait que bah, en fait, les principaux protecteurs de cercle qu'on a eu, ils s'appelaient Luke Cornet et Keta et pas Porzingis sur ce début de saison? Ouais, bah en fait, tu vois clairement que déjà, t'as pas de vrai bon t'as personne qui sait défendre en drop, en pick and roll, déjà. Donc, à part Porzingis, t'as personne qui sait se positionner avec le bon angle, dans le bon rythme pour protéger l'arceau. Donc, tu te fais un peu tuer là-dessus. Et c'est pour ça que bah, t'as une très bonne réussite, par exemple, des équipes adverses au short mi-distance et au cercle, parce qu'en fait, la défense de drop est assez mauvaise. Donc, ça, c'est déjà un premier indicateur en gros, faut pas faire de drop si t'as pas Porzingis sur le terrain. Ils l'ont fait pas mal avec Al Horford. Je pense, comme on en a déjà parlé aussi avec Vincent en off, c'est aussi pour reposer Al Horford parce que du coup, le switch all est beaucoup plus énergivore que de la défense de drop. Donc, il y a aussi une manière un petit peu de préserver Al Horford défensivement, quitte à s'enquiller un peu plus de points. Mais il y a quand même deux, trois trucs, moi, qui me chafouinent un peu. C'est que, bon, déjà, Jason Tatum, il défend peut-être pas aussi bien qu'à l'habitude sur le off-ball. Ça me dérange un peu de le voir dans le même. Se faire avoir un petit peu sur des cuts comme Jalen Brown. Mais Pritchard se fait avoir aussi. Et Pritchard qui joue de plus en plus. On va commencer par les aspects négatifs. Je vais passer pour un immense casse-couille, mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Euh, Pritchard est vraiment une cible défensive pour les autres attaques. Ça se voit, ça s'est vu. Vu qu'il est à 70 de true shooting pour l'instant sur la saison, c'est pas très grave parce que du coup, au niveau de la rentabilité, l'équilibre est plutôt positif. Mais ça reste une grosse cible défensive qui joue plus qu'avant. Horford et Holiday vieillissent. Donc, défensivement, je pense qu'avec ou sans Porzingis, l'équipe est moins bonne. Et l'année dernière, quand Porzingis n'était pas sur le terrain, on avait une équipe qui était toujours aussi bonne à réduire la fréquence au cercle. À la limite, que quand Porzingis soit pas là, les équipes marquent enfin, une meilleure réussite au cercle, ça me dérange pas, parce que c'est logique, entre guillemets, Porzingis c'est pas là. Ce qui me dérange plus, c'est qu'on est passé de la troisième équipe qui alloue le... Enfin, en tout cas, on est passé de la troisième équipe qui limite le mieux l'accès au cercle en termes de fréquence à seulement la 11e, alors que l'année dernière, on était meilleur à ça quand il n'y avait pas Porzingis sur le terrain. Du coup, quand on faisait du switch all et quand on était concentré sur la défense off-ball. Donc déjà, il y a ces deux trucs que, bon, la protection du cercle en tant que fréquence me gêne un peu et je trouve pas très très bonne. Je pense que nos niveaux de rating défensif sont aussi pas mal aidés par le fait que les équipes marquent pas très très bien à 3 points contre les Celtics. En moyenne, les équipes elles sont à 35% à 3 points contre les Celtics. C'est le 8e pourcentage, c'est en dessous de la moyenne de la ligue. Après, les équipes ont pris l'habitude de mal tirer contre les Celtics à 3 points depuis 4 ans. Donc, est-ce que c'est dû au hasard ou est-ce que c'est juste qu'on arrive bien à défendre les 3 points? Je pense qu'il y a un peu des deux parce qu'on n'a pas eu
il y a beaucoup de 3 points qui sont pris ouverts dans tous les cas, donc tu n'as pas toujours une énorme influence sur ça. Après, défensivement, dernier truc moi qui m'a un peu plus gêné et qui s'est amélioré au fur et à mesure de la saison, c'est un petit peu la défense de transition. Mais du coup, la défense de transition était surtout très mauvaise après les interceptions des adversaires, et c'est toujours le cas. Boston est une des équipes qui encaisse le plus de points suite à une interception. C'est une des plus mauvaises équipes, voire la plus mauvaise équipe sur les équipes compétitives à ça. Mais par contre, le repli après un rebond est très bon. Et c'est quand même une équipe qui arrive à forcer quand même pas mal de possessions sur demi-terrain. Donc, on a quand même une défense qui reste très très bonne. Je pense que ça reste facilement dans les 10, enfin dans les 5 même meilleurs, je pense, avec Porzingis sur le terrain. Mais attention à une vie sans Porzingis qui pourrait être très problématique. Et attention aussi à se faire beaucoup attaquer sur Switch, comme l'ont fait les Cavaliers il y a 2 ou 3 jours, je crois. Donc voilà un peu pour l'état des lieux de la défense. C'est bon, mais c'est pas aussi bon qu'avant, avec ou sans Porzingis. Ouais. Bah, alors, tu as dit beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y avait un point, notamment, je pense qu'on va en revenir, c'est un peu la suite chronologique de notre plan. C'est, tu l'as dit, la protection de cercle et la vie, en fait, la défense avec et sans Porzingis. Moi, je voudrais qu'on dise quelques mots sur Nehemias Queta et Luke Cornett, parce que c'est des joueurs dont on n'attendait pas qu'ils aient autant de minutes cette saison, notamment Nehemias Queta, et qui au final ont été, je trouve, très intéressants. Alors avec leurs limites qu'on connaît, on le rappelle, c'est des pivots qui sont payés au minimum, donc on peut pas s'attendre à ce qu'ils aient le même rendement qu'un Al Horford ou qu'un Kristaps Porzingis. Vincent, toi, t'en as pensé quoi de leur apport des deux côtés du terrain? Est-ce que il y a un côté surprise, ou est-ce que au final on pouvait s'y attendre, notamment Luke Cornett, je sais que c'est un joueur que tu aimes bien. On pouvait s'y attendre parce que Luke Cornett a déjà montré plusieurs fois en saison régulière qu'il pouvait dépanner. Bah écoute, moi, je suis pas de grande surprise. Je pense que Cornet, j'aime surtout l'homme plus que le joueur, mais voilà. Mais il y avait quand même surtout une grande question pendant les previews, c'est qu'on avait trois mecs pour ces minutes-là, là, pendant que les blessures de Porzingis. Et il y avait cette bataille à trois entre Keita, Cornet et surtout Xavier Tillman. Pour moi, déjà, la première leçon de ce début de saison, c'est que le grand perdant, c'est Xavier Tillman, parce que c'est vraiment lui qui a perdu, entre guillemets, la bataille entre ces trois. Et Keita, l'année dernière, il avait déjà fait voir plein de trucs super sympas. Il a un gros avantage, c'est que c'est notre seule menace. Quand Porzingis n'est pas sur le terrain, c'est notre seule menace sur lob. Donc c'est quand même un truc qu'il apporte qu'aucun autre joueur apporte dans le roster. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Après, tu l'as dit, ça reste des joueurs en minimum. Donc ils vont avoir d'excellents matchs. J'ai pas vu le match de cette nuit contre Miami, mais a priori, Cornet a fait le boulot. Keita a eu des bons passages, a eu des passages, des matchs vraiment mauvais à d'autres moments. Donc très clairement, pas vraiment une surprise. Tu vois, Cornet, pour moi, en régulière, je pense c'est un mec qui est OK dans cette équipe de toute manière. Et je pense que c'est un mec qui peut voir le terrain en playoff. Et Keita, il est toujours en développement. J'aime plutôt bien l'énergie, bien la verticalité. Je pense que quoi qu'il arrive sur des très forts joueurs, il aura vraiment des gros problèmes de mobilité. Enfin, il me fait pas rêver dans sa mobilité quand même. Voilà. Et, et quid de Xavier Tillman à son arrivée, je sais pas si j'étais floué par peut-être notre petit microcosme d'analyste, entre guillemets, amateur bien sûr, qui, qui aime bien globalement Xavier Tillman par son jeu de passe, par son intelligence de jeu. Mais moi, à chaque fois que je le vois sur le terrain, je le trouve pas excellent dans la protection du panier, pas élite dans sa switchabilité, c'est-à-dire que c'est pas du tout de l'ordre du grand Horford, on va dire. Donc c'est un mec qui apporte pas de spacing non plus. Donc ouais, au final, je suis assez déçu. Tu vois, dans mes surprises, c'est plutôt déçu. Je m'attendais à ce que Tillman remporte la couronne et que ce soit lui qui joue beaucoup. Et finalement, on le voit très peu. Et quand on le voit, c'est rarement génial. Donc voilà un petit peu ma sensation sur cette rotation intérieure. C'est vrai que sur tous les joueurs qui ont joué au moins la moitié des matchs, donc là on est à quoi? On est à 21 matchs joués, donc on joué une dizaine de matchs. Xavier Tillman, c'est celui qui a le plus bas temps de jeu, à deuxième plus bas. Il y a Jordan Walsh qui joue 9 minutes par match. Il est à 9,4, et sinon on a du Keita qui est à 18 minutes de temps de jeu en moyenne, Cornet qui est à 17, et qui ont tous les deux joué plus de minutes. Donc c'est vrai que
surprenant. En fait, Ah, dans notre jeu, Tillman, il est spécialiste de rien. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ouais. Bah, j'ai aucun. Tu vois, Mm, on a toujours loué son jeu de passe, mais c'est pas vraiment ce qu'on demande, malgré la vidéo que tu as fait sur le passing de nos pivots. C'est quand même des épiphénomènes à chaque fois. On leur demande pas énormément ça. Peut-être pas assez d'ailleurs aussi. oui, oui, et d'ailleurs, alors, excellente vidéo que je vous conseille d'aller Pardon, j'ai pas mis excellente, désolé. Oula. d'aller voir, qui est dispo sur notre chaîne YouTube. Voilà, on se fait notre petite pub. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais c'est vrai que d'ailleurs, alors c'est des cas effectivement isolés, on n'en a pas 5 par match, mais d'ailleurs, petit indicateur, c'est que dans la vidéo, je dois décortiquer peut-être, il y a quoi, 7-8 passes, je pense, peut-être Mhm. un peu moins de 10. Il y en a qu'une seule de Tillman, je crois. Oui, faut pas. Parce que voilà, non, mais parce qu'il joue beaucoup moins, donc fatalement, il y a moins de probabilité qu'il en fasse. Mais oui, non, c'est vrai que c'est assez surprenant le temps de jeu de Tillman par rapport aux attentes qu'on avait au début de saison. On pensait que c'était lui qui allait un peu euh, gagner ce poste de pivot euh, titulaire, on va dire, en attendant le retour de Porzingis. Finalement, non. Azad, toi, t'en penses quoi de Cornet Keita? Est-ce que c'est viable sur toute la saison régulière si on se dit, alors évidemment pas en playoff, parce que je pense qu'on est Mhm. tous d'accord pour dire qu'en playoff, si Porzingis n'est pas là, bah, les chances de titre des Celtics est quand même beaucoup diminué. Est-ce que tu Ouais. penses que sur toute une saison régulière, tourner avec du coup du Horford Porzingis qui vont louper, qui vont jouer globalement 50 à 60 matchs grand maximum sur toute la saison, est-ce que c'est viable d'avoir du Keita Cornet à 20 minutes de temps de jeu, voire parfois 30 minutes? Bah, en gros, ça va dépendre si tu tiens absolument à avoir cette espèce de first seed, parce que du coup, t'es face à une équipe des Cavaliers qui va pas perdre non plus beaucoup de matchs. Donc, Ouais. voilà, ils sont à 18 victoires pour 3 défaites. Bon, Boston, ils sont pas trop mal démarrés, hein, ils sont en 17-4, donc ça, ça reste quand même genre 80% de victoires, tu vois. Mais en gros, ce que tu vas assurer en saison régulière, c'est d'avoir le first seed. Pas de bol, t'es tombé sur une année où l'Est est pas très bon, mais il y a une équipe à l'Est qui est une machine à gagner des matchs de saison régulière. Donc bon, peut-être compliqué, peut-être que Boston ne sera pas le first seed, mais Boston descendra pas plus bas que le troisième, que la troisième place de conférence, enfin plus bas que la deuxième place, donc ils seront soit 1, soit 2. Je pense que dans tous les cas, même si Horford et Porzingis se blessent, Boston a suffisamment de profondeur pour finir deuxième de conférence cette saison. Je suis franchement pas inquiet. Non, c'est plus sur les playoffs. Après, ce qui est bien, c'est que tu as quand même disons une bonne variété de choses. Le truc que tu peux pas faire, c'est du drop. Bon, ça on a compris. Dans tous les cas, tu peux pas en faire. Mais tu peux quand même utiliser Keta comme un roamer. C'est pas Robert Williams, mais tu as quand même une capacité de l'utiliser en tant que roamer. Pareil pour Cornet. Et Orford et Tillman, tu pourras les utiliser sur du switch hold. Tu pourras juste pas faire du drop, mais t'es pas non plus trop limité défensivement. Ce sera pas élite, mais tu auras un tout petit peu de variété. Le truc de Tillman, c'est il est pas utilisé parce que déjà en attaque, il apporte rien, entre guillemets, parce qu'il apporte rien que Horford peut pas apporter. Mm. Et il peut pas jouer à côté d'Orford, mais ils ont essayé, c'est catastrophique. Donc tu as ce truc-là de, bon, offensivement, il peut pas apporter grand-chose. Et défensivement, ce qu'il apporte normalement, c'est de la création de turnover et des choses comme ça. Mais c'est vraiment pas quelque chose que Boston sur lesquels il s'appuie en fait de manière défensive. C'est pas quelque chose qui cherche vraiment de manière tactique à créer des turnovers. Ils sont la 22e équipe à ça. Et du coup, c'est pas des schémas qui sont très agressifs entre guillemets sur le ballon. Donc Tillman rentre pas non plus dans ces schémas-là. Il permet du coup d'avoir une espèce de sorte un petit peu de joker au cas où tu en aies besoin ou tu as envie de passer un petit peu sur un mode comme ça. Mais je pense que tant qu'il y aura des joueurs, tant que Cornet et Keta ne seront pas blessés, ils n'auront pas tellement Tillman. Mais par exemple, si Horford était blessé complètement jusqu'à, je sais pas, pendant 2 mois, peut-être que du coup, il passerait peut-être plus de place dans la rotation à la place de Cornet et Keta. Je pense que Cornet et Keita ont eu plus de minutes parce qu'ils rentrent plus dans le rôle de Porzingis à moindre mesure, en tout cas dans l'archétype qui est recherché. Et peut-être que Tillman, du coup, vu qu'il peut jouer, il peut pas jouer à côté d'un autre intérieur et
que Horford n'est pas blessé, bah, du coup, ils essayent plus de développer des choses défensives autour de Keita, qui est cornet, quitte à faire jouer Tatum en poste 4. Surtout qu'il y a beaucoup de fois où ils se retrouvent face à des équipes où ils font défendre Tatum sur le poste 5 et ils laissent du coup Cornet, Keita, Porzingis, Horford en tant que roamer ou en tout cas en défense sur un joueur qui n'est pas forcément une menace de tir. Donc bon, à voir comment ça va évoluer. Un peu dommage pour Tillman, mais d'un autre côté, je me dis il y a aussi potentiellement la place pour un trade parce qu'il pourrait intéresser d'autres équipes. Donc, à voir comment ça va se dégoupiller. De toute façon, je crois que vu qu'il a été re-signé sur un contrat minimum, il ne peut pas bouger avant le 15 décembre. Donc, voyons à partir du 15 décembre, est-ce qu'il y a des choses qui se dégagent un peu ou pas. Et Ouais. les gars, excusez-moi, je me permets une petite question. Et du coup, Keita, vous en pensez quoi dans ce rôle un peu de rim Quel rôle? runner et tout? En attaque? Toi, en tout? Ouais. En vrai, il ne sait pas défendre en drop. Il ne sait Ouais. pas switcher. Donc, déjà, il ne faut absolument pas qu'il soit mis dans les actions. Et quand il est mis dans les actions, c'est con. En switch, il y a des passages. Il y a eu 2-3 flashs assez surprenants, mais je pense que c'était plus des flashs qu'autre chose. Il y aurait des passages impressionnants sur Curry. Du coup, tu te dis, ouais, en fait, le mec, il était. Peut-être qu'il a juste eu de la chance parce qu'il y a des passages où il est switché. Je sais plus c'est contre qui, mais je crois que c'est contre Chicago ou un truc comme ça. Et tu dis, ah ouais, peut-être pas Chicago. Je sais plus quel match j'avais étudié, mais Keita, bah, c'était Cleveland. C'était Cleveland le premier match où ils font un comeback dans le troisième en ciblant en fait Keita Cleveland. Donc, défensivement, il y a quand même des gros problèmes quand il va au-delà du rôle de roamer. Après, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas terrible là-dedans, il n'est pas mauvais, il protège plutôt bien, il a une grande verticalité, il a un bon second jump, donc ça, c'est plutôt cool. Offensivement, il a un peu de mal sur les lectures, mais il est dynamique. Voilà, au moins il offre du rebond et il offre des écrans. Et après, ce qu'il en fait, c'est pas incroyable, mais au moins il y a de l'activité, quoi. Bah, puis faut mettre aussi en perspective avec le, le contrat, le rôle du joueur, où en fait, c'est censé, enfin, faut pas oublier que c'est censé être notre troisième voire quatrième pivot. Donc en fait, enfin, moi je trouve ce qu'il apporte par rapport à ce qu'on attendait de lui et comment on le paye. Tu sais, à ce jeu de est-ce que c'est pas le troisième meilleur pivot de la NBA, quatrième, enfin troisième meilleur, enfin meilleur troisième pivot, c'est mieux dans ce sens-là, Ouais. ou meilleur quatrième pivot ou quoi que ce soit. Enfin, je trouve que par rapport à sa valeur, enfin à ce qu'on attendait de lui en début de saison, je trouve que son apport est plutôt intéressant. Après, oui, de là, on va pas non plus le projeter en tant que pivot, starter ou backup Ah bah, sur le long terme. tu sais que c'est une des raisons pour lesquelles j'adore Cornet en fait. C'est-à-dire que Cornet, ça fait 3 ans qu'on a dans l'effectif, qu'il est toujours au minimum et qu'il a une production excellente par rapport à son contrat. Je trouve Ouais, toujours en ouais. régulière, mais c'est un mec qui te donne des minutes. Et on voit que la saison régulière, c'est un long marathon, qu'il y a plein d'équipes qui sont en galère avec leurs pivots et machin. Et en plus, les pivots, ils sont très grands, lourds, ils se blessent plus. C'est-à-dire que nous, on en a beaucoup, mais il t'en faut beaucoup dans des rosters. Regarde les Pels en ce moment, enfin, j'ai peut-être un mauvais exemple, mais des équipes qui jouent sans pivot, qui sont en galère, les Hornets ont plus de pivot. Voilà, pareil, les Pacers, c'est compliqué. Ben, Cornet, je trouve qu'il apporte toujours des minutes. Il te donne des minutes, pas toujours exceptionnelles, des fois mauvaises, des fois bonnes, des fois très bonnes. Mais en tout cas, voilà, ça comble des cases. Et dans ce grand marathon, tu as besoin de ces. Enfin, tu vois, hier soir, ben moi je m'attendais à ce qu'on souffre. Ben, c'est lui qui start. Et a priori, voilà, j'ai pas vu le match, mais ça a largement fait le taf, quoi. Ouais. Ouais. Très bien. Alors, si vous voulez pas, si on a fait le tour sur les intérieurs, je vous propose de passer à un autre joueur. On peut partir sur Tatum. Tiens, Azad avait parlé un peu de la défense de Tatum. C'est vrai qu'on en avait parlé d'ailleurs un peu euh, en off entre nous parce que j'avais malicieusement posté la vidéo du match de cette nuit où Jalen Brown se fait avoir par un cut backdoor de je sais Bon, elles sont pas. pas compliquées à trouver ces vidéos. Hein. Faut être obligé de dire la vidéo comme s'il y en avait qu'une. Genre, ah, on a trouvé une vidéo où Jalen Brown a oublié un mec dans le backdoor. Oh putain. Oh la pépite, oui, non. Mais du coup un peu méchant, La donc je l'ai pépite. posté et et Vincent m'a très gentiment fait remarquer que quand c'est Tatum qui fait ça, Ça fait un je peu montre pleurer. pas les vidéos. Et Alors c'est qu'il y vrai en a que pas mal cette saison. voilà, alors que c'est vrai que je trouvais que Tatum défensivement, il se faisait petit à petit une réputation d'excellent défenseur, notamment off-ball, et réputation Ce qui est qui est le cas. vraie. Hein. Enfin Oui, voilà, oui. ce qui est le cas. Mais c'est vrai que cette année, enfin sur ce début de saison, je le trouvais beaucoup moins
impliqué, beaucoup moins, enfin impliqué dans le sens, ouais, beaucoup moins intéressé en tout cas. Je sais pas vous, Ouais. votre point là-dessus, si c'est juste, C'est assez collectif en vrai. ouais, voilà, c'est ça, Franchement, hein. ouais, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vois, même même des mecs qui sont. Enfin, je veux dire, ils se font tous avoir là-dessus. Pritchard, je roule l'idée, il est très bon pour se faire avoir sur des backdoors aussi. Enfin, je veux dire, à part Derek White, il y a, il y en a peu qui se font pas avoir et qui sont irréprochables. Faut pas oublier que voilà, on a souvent parlé un peu de la gueule de bois du champion en titre. On l'a pas trop eu parce qu'il y a un tel niveau offensif que du coup tu subis pas trop. Mais tout le monde est peut-être un peu plus, il y a un peu un relâchement offensif. Mais c'est un truc qui est pas mal quand même matraqué dans les médias du côté de Boston, qu'il y a un relâchement défensif et je pense que ça va revenir au fur et à mesure parce que c'est quelque chose que, bah, de toute façon, Mazzulla, c'est un peu plus, à la base, c'est quand même plus un expert défensif qu'offensif. En tout cas, c'était plus un spécialiste de la défense. Donc, je pense que c'est pas quelque chose qui va laisser un petit peu, entre guillemets, gonfler et faire juste laisser ça vivre. Après, ça reste voilà, la saison régulière. Se faire avoir sur des backdoors, en réalité, ça arrive aussi à tout le monde. Tu peux prendre une action isolée et ça arrive à tout le monde. Mais bien de remarquer aussi que personne n'est irréprochable. Ça n'enlève rien à la défense de Tatum qui est toujours très bonne off-ball et qui est toujours aussi surtout vraiment polyvalente. Quoi. En vrai, c'est quand même cool d'avoir un mec qui est à genre 30 points par match, presque 9 rebonds, presque 6 passes décisives en étant ultra efficace avec plus de 32% d'usage qui est un playmaker et qui peut défendre sur le pivot adverse quand il faut, ou alors sur la star adverse quand il faut, ou rester en aide de côté faible, ou venir faire des stunts côté fort. Enfin bon, c'est quand même un peu la superstar un peu la plus fonctionnelle quoi. Et en plus, tu peux le mettre à côté d'un autre joueur qui a un énorme volume et qui lui est pas efficace et pourtant l'attaque se casse pas la gueule quoi. Donc c'est non franchement la saison de Tatum est très très bonne et je pense qu'il est candidat MVP assez largement dû aussi aux performances de l'équipe. Mais tu vois si Denver s'écroule dans les classements à l'Ouest et qu'ils se battent juste pour un play-in, il y a un monde, il y a un monde où les Celtics voient leur premier MVP depuis des années. Il y a un monde. Il y a un monde. Je ne dis pas que ça va arriver, mais si Denver se pète vraiment la gueule à l'Ouest, je ne pense pas que des mecs vont élire Jokic qui, même si c'est le meilleur joueur du monde et que c'est lui qui le mérite 100 fois le MVP, il en mérite des dizaines de MVP. Mais il y a un monde où les mecs vont élire le meilleur joueur de la meilleure équipe et ça pourrait être Tatum. J'allais dire Ouais. ça pourrait être Non, Donovan mais Mitchell, mais Ouais, non, en vrai, je pense que. Je pense que. Ouais, non, c'est possible. En vrai, c'est possible. Ça me surprendrait plus. Je pense qu'en termes de volume, oui. on n'est pas sur les mêmes niveaux et en termes d'efficacité, peut-être pas non plus. Après à vérifier. Mais je sens que la narrative média autour des Celtics et de Tatum et des MVP, tu vois, c'est un peu en train de bouillir. Tu vois, en plus, début de saison, autour de Jokic et comme candidat MVP, il pousse énormément Davis des Lakers et Tatum un peu des Celtics. Tu sens que les médias et les Américains ont envie d'avoir un MVP américain d'une grosse franchise un peu aussi. Et messieurs, dames, les auditeurs, c'est un homme des médias qui vous parle, hein, de l'intérieur, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, C'est vrai qu'on a un insider, c'est vrai, hein. aïe, Je aïe, sais aïe. pas si on l'avait dit, peut-être un podcast précédent, mais qu'Azad est un insider des Celtics maintenant. Non, je crois pas Voilà. je pense pas qu'on peut dire ça. Je pense qu'on peut dire que je L'insider de suis Grenoble, oui. je suis un pigiste à tout casser, mais ouais. J'essaye là en ce moment, j'essaye d'avoir un peu une interview de quelqu'un et que j'aimerais du coup pouvoir faire et pour le Celtics Blog et pour le trèfle. Mais pour l'instant, j'ai eu une réponse positive, puis j'ai plus de réponse. Donc voilà, pour l'instant, j'en dis pas plus, mais je suis en recherche d'inside, mais pour l'instant, je rame plus qu'autre chose. Ça marche. Petit dernier mot sur Tatum, c'est vrai, juste pour donner les chiffres de ce qu'Azad, tu disais, la grosse saison de Tatum, il fait sa meilleure saison en termes d'efficacité, si je dis pas de bêtises. Il fait sa meilleure saison en termes de ratio de playmaking, donc qui est le taux d'assist sur le taux d'usage. Par contre,
c'est toujours un peu le marronnier avec Tatum, et je pense que vous allez me voir venir. Il a sa meilleure saison en termes d'efficacité sur les tirs près du cercle. Lui qui a souvent d'ailleurs été pointé du doigt, soi-disant que c'était un joueur qui n'était pas capable de mettre des lay-ups. Il est à 74% de réussite sur les tirs près du cercle, ce qui est excellent. Ça le met dans le 86e percentile. Par contre, en termes de fréquence, c'est sa plus petite fréquence sur les tirs pris près du cercle de sa carrière, avec 26% seulement, donc seulement un quart de ses tirs sont pris près du cercle. Est-ce que, voilà, c'était juste pour vous énoncer les chiffres, est-ce que ça vous inspire quelque chose là-dessus sur ce fameux truc de Tatum qui prend trop de pull-up à 3 points et Je pas sais. assez de tirs près du cercle? Je vais laisser Vince péter son câble parce que il m'a pété son Putain, câble. tu me connais bien celui-ci. Mais je Alors, voudrais c'est juste quand même terrible. préciser l'efficacité de Tatum au cercle, c'est plus de 80e centile de saison d'affilée. Il est à 74% au cercle cette saison. C'est énorme l'efficacité qu'il arrive à avoir. Et après, pour la fréquence à 3 points, je laisse Vince en parler, mais c'est quelque chose qui se retrouve à travers beaucoup d'autres stars jeunes de la ligue. Cette évolution du pull-up à 3 points qui devient en fait petit à petit un petit peu le mi-distance des jeunes stars, ce long mi-distance. Et ces pull-up à 3 points deviennent les anciens longs mi-distance en gros. Et du coup, quitte à avoir des pourcentages de merde sur des tirs, autant qu'ils valent 3 que 3 2. points. Ouais, voilà, c'est un peu l'idée. Mais je me tais et je laisse le daron parler. Putain, mais tu sais que ça me gave et pourtant on n'a pas parlé quoi. Mais en fait, moi je suis fou. En fait, je suis fou. Vous énoncez des chiffres. Il est fou, hein, il a dit qu'il était fou. Non, mais très bon. Euh, vous énoncez des chiffres en disant qu'il est excellent proche du panier. Vous avez raison, j'ai les mêmes. De toute façon, on consulte les mêmes sites. Mais pourquoi il n'y va pas plus? Pourquoi il y va pas plus? Je comprends pas. Ça m'a agacé déjà l'année dernière et cette année, ben, c'est encore pire. Donc voilà. Mais qu'est-ce que je vais aller lui reprocher? Le mec, il est toujours aussi efficace. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il prenait. L'année dernière, on trouvait qu'il prenait trop de pull-up à 3 points. Bah, il était à 5,7 l'année dernière, il est à 7,3 sur ce début de saison. Donc ça fait beaucoup. Petite question, on a perdu un peu le jeu au post-up. L'année dernière, c'était la nouveauté bah, du début de saison. Il était vraiment excellent. On l'a un peu perdu. Je sais pas trop pourquoi. Alors, Voilà. est-ce que tu veux une réponse ou je sais Non, pas mais- si en fait, Monsieur C. non, je sais pas. Non, mais non, je sais pas du tout. Mais Ben, Boston fait toujours autant de post-up que l'année dernière si on enlève Porzingis. Ils en font même plus que l'année dernière si on enlève ceux que Porzingis faisait, vu qu'il n'a pas encore vraiment joué, donc il n'a ouais. pas une grosse influence sur les stats. Mais c'est la diversité des joueurs qui font du post-up qui a un peu changé. Et je pense que c'est là où peut-être que tu retrouves potentiellement moins de post-up pour Tatum, mais il y en a beaucoup plus par exemple pour Jalen Bon, Brown que Jalen l'année Brown, ouais. dernière. Alors Donc attends, j'ai regardé les chiffres. Il en fait pareil. Par contre, il est pas efficace. L'année oui, dernière, il bah en était même temps, vraiment il était en excellent. surchauffe. Ouais, non, mais l'année dernière, il y a eu une grosse surchauffe aussi sur le post-up. Mais l'équipe en fait de plus en plus quand même, le post-up des Celtics. Et c'est Jalen Brown qui a pris un peu la relève. Et enfin, qui n'a pas pris la relève, mais qui a suivi un peu enfin, en tout cas, qui a suivi le mouvement, quoi. Et en plus, Jalen Brown, ce qui est très bon là-dedans, c'est que ça lui permet d'aller beaucoup plus sur la ligne des lancers francs parce qu'il provoque pas mal de lancers francs depuis la zone du post-up. Donc, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, si on veut un peu continuer à digresser sur le sujet du post-up, c'est intéressant parce que je trouve que dans cette recherche de mismatch permanente, j'aime bien quand ils attaquent ce mismatch sur post-up plutôt que face aux mecs en direct, les Jays. Je trouve Yes. qu'ils sont meilleurs sur les petits quand ils arrivent à avoir des petits sur eux Oui. proches du panier. Je Oui, trouve oui, ça oui. vraiment excellent. C'est un très bon point, ouais. Bah, Parce c'est que, c'est une en chose plus, ils qui. galèrent au drive, en vrai. Ils galèrent Exactement, Ils c'est pas sont des bons pas un si drivers. bon dribble que ça. Donc, autant être sur du post-up, c'est beaucoup mieux. C'est une chose qu'ils ont beaucoup faite contre les Cavs d'ailleurs, où Ouais. Tatum a constamment ciblé Mitchell et surtout Garland, et notamment en essayant de choper la position en post-up. Et d'ailleurs, ce qui nous amène aussi parce qu'à partir du post-up, il y a le scoring, mais il y a aussi le passing de Tatum. Est-ce que ce serait pas le prochain axe de défense des fans des Celtics, après avoir défendu que Tatum était une des meilleures superstars défensivement? Est-ce que un jour on va estimer à sa juste valeur le passing de Tatum
qui je trouve est incroyable depuis quelques saisons. Il progresse d'année en année. Et d'ailleurs, ça me fait penser à toi, Azad, parce qu'il a encore fait hier, Ouais. dans le match contre le Heat, il a encore fait une Jokic là où il y a je crois que c'est Tyler Hero qui vient par derrière pour essayer de prendre à deux et de l'intercepter dans son dribble et il se retourne au dernier moment pour la libérer. Je sais plus, je crois que ça devait être White à 3 points ou un truc comme ça. Ouais, le jeu a vraiment ralenti pour lui. De saison en saison, le jeu ralentit et les passes partent de plus en plus vite. Donc, Mm. c'est vraiment remarquable et c'est très très cool en vrai. Bon, bah, on a fait un bon petit tour sur Tatum. Alors, avant d'attaquer le serpent de mer du trèfle, euh, je voulais parler, enfin, je sais pas si on en parle vite fait, parce que c'est un peu monsieur propre et on sait qu'il fait tout très bien, c'est Derrick White. Est-ce qu'on en dit 2 mots? Est-ce que vous voulez dire 2-3 mots Moi, je veux sur bien. Derrick White? Vas-y, je t'en Vous prie. l'aviez trouvé bon l'année dernière, bah, c'est le même en meilleur. c'est, c'est toujours le même, mais il est peut-être encore plus fort. Il a pris encore plus de volume, il est encore plus efficace. Il fait un peu moins de passes. Je sais pas pourquoi. Peut-être un peu moins le ballon dans les mains sur début de saison. Les Jays, ils ont repris un peu l'année dernière. Alors, est-ce qu'ils ont repris un peu de responsabilité du fait de l'absence de Porzingis et tout? Mais ils avaient repris un peu de volume tous les deux. Peut-être au détriment d'un petit peu de White, mais il est toujours aussi bon. Je me demande s'il n'est pas encore meilleur que l'année dernière. Ouais, Mais en tout ouais, cas, le shoot, waouh, Oui. ouais. c'est une dinguerie quand même. Et ça, c'est l'autre fois, je me faisais la réflexion quand tu sais le Derrick White, le shoot qu'il avait quand il était aux Spurs. Je me souviens qu'on en avait parlé, on avait fait le focus Derrick White avec Guillaume du Basket Lab, et j'avais parlé des quelques indicateurs qui pouvaient nous laisser présager que Derrick White allait devenir un shooter correct par rapport à ce qu'il montrait à San Antonio. C'est notamment les indicateurs de pourcentage au lancer franc qui ont toujours été globalement bons, voire très bons. Et le fait que, en fait, à San Antonio, il prenait quand même pas mal de pull-up à 3 points. Et quand il est arrivé à Boston, il a pris pas mal de catch and shoot et que, en principe, les catch and shoot sont des tirs qui sont plus faciles à mettre que des pull-ups. Mais par contre, est-ce que je m'attendais à ce que Derrick White devienne un joueur à 42% à 3 points sur 9 tentatives par match, sachant que j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je pense qu'il y en a la moitié, ça doit être des pull-ups. Un peu moins. Un peu Un peu moins, ouais, moins, j'ai quand même pas pas. les. Je regarde, je dis ça en même temps. Les 3 points assistés, ouais, un peu moins, 45. Mais ouais, non, franchement, je pense que je m'y attendais pas à ce que ça devienne un shooter aussi fou à 3 points. Moi, ce qui me bluffe, c'est la rapidité surtout. Je trouve que c'est un des mecs qui en prend autant, qui dégaine, mais qui n'est pas forcément à la base un spécialiste du shoot. C'est-à-dire qu'un Sam Hauser, on va le connaître que pour ça. Derrick White a plein d'autres choses à faire valoir. Je trouve qu'il a une mécanique qui est devenue d'une rapidité, mais assez diabolique. J'en avais parlé déjà l'année dernière, je pense. Et j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite, en fait. Enfin, ouais, que ça progresse inlassablement. Ouais. Donc, Derrick White, le monsieur propre des Celtics. Bon, on attaque le gros morceau, Hazan, hein, ça sert à rien de faire traîner en longueur. Hein, c'est le petit moment un peu compliqué pour toi. Est-ce que tu veux nous dire 2-3 mots sur Peyton Pritchard ou pas? Ok, bah, je me suis dit, c'est quoi le gros morceau? C'est Ah, je crois que c'était la Brown. saison, J'étais parti sur c'est Brown. la saison historiquement inefficace de Jalen Brown sur 31% d'usage, Ah, ouais, si tu veux, on y viendra après. ou c'est la surchauffe historique de Peyton Pritchard. Allons sur la surchauffe historique de Peyton Pritchard. Non, alors, en vrai, sur 21 matchs, je pense que c'est le joueur le plus efficace de la ligue. Le mec, déjà, il perd pas un ballon. C'est une dinguerie. Et il tire, oh là là, sur une réussite, mais c'est une folie. Déjà, il prend 75% de ses tirs à 3 points. Donc en vrai, genre, vous voyez Peyton Pritchard dribbler des fois dans vos vies, mais vous inquiétez pas, en fait, il fait que tirer à 3 points. Bon, il y a un peu de pull-up, mais il est à 46% à 3 points sur 75% de volume sur un petit usage. Faut pas s'attendre à ce que le mec il reste aussi efficace toute la saison, mais n'empêche que c'est vraiment très très bon. Et moi j'aime sa capacité à aussi aller sur drive de plus en plus quand les mecs le laissent un peu faire et veulent absolument le retirer le tir. Bah, il est assisté sur seulement 25% de ses tirs au cercle et il y va pas très souvent, mais il y va quand même de temps en temps.
et il a une bonne réussite là-dessus et il n'hésite pas à y aller. Donc ça, je trouve ça plutôt bon. Il a un très 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 bon dribble, donc il a aussi la capacité un petit peu de nager et de temporiser. Donc voilà, en vrai, ça reste un joueur offensif genre ultra limité dans le sens où il y a genre aucune provocation. C'est juste, en fait, c'est un mec qui dribble très bien et qui shoot très bien et qui est pas très très grand. Mais ça fonctionne très bien en vrai, genre. Non, mais ça fonctionne vraiment très très bien et il apporte un boost offensif quand il arrive sur le terrain qui est vraiment énorme. Et moi, les passages en fin de premier quart-temps, début de deuxième et un peu ces moments-là où il rentre sur le terrain, je trouve très bon. Là, il vient de mettre 20 points sur 4 matchs d'affilée. Je crois que ça lui était jamais arrivé de sa vie. En vrai, c'est trop bien. Et je trouve que, contrairement à avant, il pollue moins le jeu. Je trouve qu'il est beaucoup moins, c'est beaucoup moins un trou noir et il a un peu plus de sens dans le jeu. J'ai un peu moins l'impression qu'ils font jouer le gamin du quartier pour faire plaisir parce que la nana, c'est celle qui donne de l'argent à l'école, tu vois, sa mère ou un truc comme ça. Donc j'ai un peu plus l'impression qu'il y a une réflexion basket derrière sa présence et que je trouve bonne. Et non, franchement, je suis impressionné. Après, genre, ça reste une cible défensive, ça reste un joueur qui est très limité à la passe. Genre, quelquefois, il a essayé d'envoyer des mecs au alley-oop. Tu te dis, ok, donc le mec, il a été drafté comme meneur, mais sur short roll, non, mais sur ces passes-là, j'ai l'impression de voir un peu la coordination d'Evan Mobley, quoi. Donc, c'est pas non plus incroyable, mais c'est quand même bon. Et moi, un autre truc que j'adore, c'est sa faculté à prendre des rebonds offensifs. Donc, le Ouais, mec c'est perd vrai. pas de ballon, il récupère des rebonds offensifs alors que c'est pas son rôle et il est efficace à des niveaux qui sont absolument lunaires parce qu'il est à 1,4 points par tir tenté. C'est juste une grosse dinguerie. Et c'est le meneur, voire le joueur le plus efficace de NBA à l'heure actuelle en vrai. Genre plus efficace que lui, il y a Daniel Gafford. Et voilà. Je vous laisse voir ce que ça fait Daniel Gafford sur un terrain de basket. C'est pas très diversifié non plus, hein. Donc, au lieu d'avoir un rim runner, on a un mec qui run, mais derrière la ligne à 3 points et qui enfile les perles. Et c'est remarquable. Et en vrai, et le truc, c'est que je trouve que défensivement, je dis que c'est une cible, mais il fait vraiment de son mieux. Et je pense qu'en vrai, t'as aucun reproche à lui faire. Là, on est en train de tirer le maximum du jus Pritchard qui existe. Genre vraiment, on presse le Pritchard au plus possible et il y a ce jus qui sort qui est très bon. Et sur 20 minutes, bon, au final, c'est beaucoup mieux que ce que je n'aurais jamais pu penser. Donc, mea culpa. Et très très cool pour lui et très très cool pour les Celtics qui l'ont signé pour pas si cher au final quand on regarde ses performances pour l'instant. Bah alors là, chapeau. Je note le minutage pour Hugo. Il va se passer le passage en boucle. Mais ouais, effectivement, bonne saison de Peyton Pritchard. Est-ce que il sera si on parlait de Tatum MVP, est-ce que Pritchard sera dans la conversation du 6e homme de l'année, peut-être même du MIP, qui sait. Euh, Vincent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Sinon, bah allez, tant qu'on est de ce côté-là, on J'ai peut. j'ai envie de dire pas mal pépère. Euh, Belle papate, belle papate. Belle papate, le pépère. Non, moi j'aime bien ce qu'Azal a dit. J'aime bien. Il faut qu'on insiste parce qu'on parle toujours du shoot. Moi j'étais convaincu que c'était déjà un des meilleurs shooters de NBA depuis déjà l'année dernière, mais même on le savait depuis son arrivée en NBA. C'est un mec qui met des tirs, il avait besoin qu'un peu de confiance et de temps, et il en mettait et des gros, et il avait pas peur de ce genre de truc. Par contre, l'énergie, ça c'est top. Le rythme, quand il est sur le terrain, c'est lui qui remonte la balle, elle remonte vite. Tu sens que c'est des consignes et qu'il aime ça, mettre du rythme. Tu as parlé des robots offensifs, c'est de l'énergie aussi. Il vient du corner, il vient cracher du corner pour aller choper 2-3 robots offensifs. Je trouve ça cool aussi. Euh, on utilise souvent le terme energizer, je trouve qu'il lui correspond bien et je pense qu'on apprécie ça en plus parce qu'on n'a pas tout le temps eu ce genre de mec à Boston. On a eu d'autres profils géniaux, mais sur d'autres spécificités. Mais ce côté, je rentre, des fois, parfois sur notre 5 majeur, un peu endormi, un peu moyen et tout, il fait partie de ces mecs-là qui apportent de l'énergie et c'est un truc qu'on peut même projeter à tous les mecs du banc. Ils appellent ça souvent un peu
les mecs qui se tiennent prêts, toujours prêts à donner des bonnes minutes et tout. Je trouve que c'est un peu le chef de tout ça. De l'énergie, du hustle, un minimum tous les soirs. Hauser, il est un peu pareil hein, avec ses limitations, mais tous les soirs, tu as de l'énergie, tu as de la bagarre. Et ça, c'est vraiment génial de pouvoir compter là-dessus. Quand tes starters, tes stars vont avoir des fois des fluctuations d'implication un peu plus importantes parce que sont beaucoup sur le terrain, parce que certainement peut-être plus grande lassitude, possibilité de lassitude du marathon qu'est la NBA. Vraiment avoir ce mec-là en chef de file et pouvoir même prendre le relais au scoring de ces mecs-là, bon, c'est vraiment le luxe. Très bien, bah, pas besoin d'en rajouter plus sur King Pritchard. Ouais, tranquille. On en est là, quoi. Azad, je vais te donner un chiffre qui est 96. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est le True Shooting Plus de Jalen Brown. C'est Voilà. ça? Oui, je t'en Ouais. prie. Allez. Ouais, c'est pas très bon. Tu vois, si la moyenne elle était à 100 par exemple, il serait en dessous quoi. Donc non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Après pour plusieurs raisons. J'en ai fait un article qui est en anglais, du coup ça ne va pas intéresser grand monde, mais c'est un article qui a le mérite d'exister. Et il y a un seul truc pour l'instant vraiment positif à sa saison, c'est qu'il va plus sur la ligne des lancers francs grâce notamment au post-up, et qu'en plus il rentre plus ses lancers francs. Donc tu pourrais dire logiquement, un mec qui va plus au lancer franc et qui les rentre plus, il devrait augmenter en efficacité. Problème, et déjà il se crée toujours énormément de ses tirs. Il y a 50% de ses tirs qui sont assistés, et tu as surtout que 35% de ses tirs au cercle qui sont assistés. Ça veut dire que cette envie qu'on a de Jalen Brown qui soit un finisseur au cercle, elle a un peu disparu. En plus, il y voit de moins en moins. Il a réussi à genre juste augmenter son niveau de short mi-distance et un peu de flotteur alors qu'il est pas forcément très bon là-dedans. À 3 points, ça n'a jamais été des gros volumes et ça n'a jamais été très bon. Bah là, c'est pareil. Il est à 34% derrière la ligne à 3 points. Il est à 62% au cercle, donc c'est vraiment pas terrible non plus. Je me demande à quel point la blessure à la hanche n'a pas un peu joué et n'a pas forcément peut-être bien aidé ces performances-là. Mais bon, à surveiller quand même. Mais je trouve que un petit peu le rêve d'avoir un Jalen Brown finisseur est un peu envolé, quoi. J'ai l'impression que ça ne le sera jamais. Ils ont décidé d'en faire un créateur qui peut pas créer pour lui-même ni pour les autres. C'est un peu dommage. Et par contre, j'ai bon espoir qu'avec un retour de Porzingis, il repasse un peu dans un rôle de finisseur à côté de Porzingis et moins quand il sera pas là. Mais voilà, c'est un peu l'espoir que j'ai. On verra bien ce que ça va donner. Mais je suis un peu déçu de sa saison au passing, il y a un peu de flash à la passe sur drive, mais bon, il y a tellement de lectures qui sont ridicules que c'est quand même vraiment pas dingue. Pas d'efficacité, le shoot making et de decision making qui sont pas bons. Défensivement, c'est toujours aussi pas problématique, mais toujours aussi mauvais, quoi. Donc bon, voilà, genre c'est pas un bon Jalen Brown, mais il marque plus de points par match que l'année dernière, Mais ouais. sur le passing, moi je suis curieux de voir avec le retour de Porzingis parce qu'il avait une bonne relation avec lui l'année dernière sur le passing. Ouais. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Vu que c'est pas un passeur naturel qui est très compétent, moi je peux m'imaginer que un gars avec qui il a créé une certaine alchimie, si ce gars-là est plus là, en fait, il vient vite perdu et en fait, si Jalen Brown ne fait pas ces petites passes qu'il a l'habitude de faire avec Porzingis, ça veut dire que tous les ballons qu'il a où il ne fait plus la passe à Porzingis, bah, c'est les ballons qu'il va utiliser pour créer avec l'efficacité qu'on lui connaît. Vincent, est-ce que tu veux nous dire 2-3 mots positifs sur Jalen Brown, pas qu'on pense que on fait un épisode à charge. On a dit que 96 c'était pas terrible. Moi j'ai un chiffre, c'est 92. Vous savez ce que c'est? Attends, c'est pas le True Shooting Plus de. J'ai vu ça passer il y a pas longtemps. De RJ Barrett. De Marcus Smart dans son passage à Boston. Et je vous prends un gros échantillon parce que ça c'est 8 ou 9 saisons, c'est énorme. Donc voilà. Donc, je crois qu'il y avait un petit écart défensivement entre Marcus Smart et Jalen Brown. Donc en fait, pour moi, il met pas un tir. Pour moi, Jalen Brown ne met pas un tir cette saison.
Et malgré tout, je trouve que finalement l'efficacité elle est pas si dramatique que ça, parce que oui c'est pas terrible, mais le Jalen Brown classique il est tout juste à la moyenne historiquement. Moi j'ai un problème sur alors vous en avez parlé on parlait du finisseur un peu ultime. Moi là le problème c'est que ces distances de prise de tir elles me conviennent pas. J'aimais bien Jalen Brown parce que c'était un de nos seuls mecs qui allait vraiment régulièrement au cercle. Là c'est en vraie baisse. Et donc il va moins au cercle et ça m'embête parce que son profil était intéressant là-dessus parce qu'en plus il a apporté cette variété dans notre équipe. Il a vraiment beaucoup augmenté sa fréquence à 3 points. Mais moi j'ai pas envie qu'il prenne plus de 3 points, c'est pas un bon shooter à 3 points historiquement. Je veux qu'il puisse en mettre, je veux qu'il puisse en prendre, mais là il a vraiment augmenté donc je trouve qu'il prend trop de 3 points. Donc vraiment je trouve que c'est une histoire de rééquilibrage de ce qu'il fait. Clairement, Porzingis, j'espère que ça va aider à ce qu'il retourne plus au cercle, qu'il y ait plus de place. Voilà, tout simplement. Avec les démarquages, avec des marquages backdoor. Les choses sur lesquelles il se fait avoir en défense, ben moi j'ai envie qu'il les fasse payer de l'autre côté également. Donc voilà, il a eu trop la balle en main à mon avis sur ce début de saison. On est qu'à quoi, un quart de la saison, donc c'est pas bien grave. Toujours moins de paniers assistés pour aller au panier, donc c'est clairement, on le sait, hein, le dribble est pas son fort. Donc c'est pas ça. Je trouve que ouais, les bribes qu'on avait pu entrevoir, elles sont pas, on les a pas retrouvées en début de saison. On les a retrouvées sur des trucs qu'on n'aime pas trop de lui. Alors oui, effectivement, la provocation de lancer, ça lui sauve un peu le début de saison. C'est pas, je sais pas si ça va tenir en fait, hein, j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que c'est pas, en fait, si ce début de saison est un mauvais Jalen Brown, ben finalement on se rend compte que je le trouve pas si dramatique que ça. Et de toute manière, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que c'est un mec qui sera jamais. En fait, par exemple, tu vois, Azad, on pourra en discuter ensemble, mais je pense que c'est un mec qui quoi qu'il arrive, il ne te conviendra jamais. Parce qu'en fait, très clairement, c'est pas un type de joueur que tu apprécies. Et. euh, et, Ah, des et finisseurs qui finissent, si. c'est- Mais les finisseurs ouais, qui mais il fera créent. jamais que ça à ce niveau de Hmm. notoriété, de. Tu sais, je pense qu'il y a des trucs qu'on n'arrive même pas à cerner, tu vois, ce niveau de starification, tu sais qu'en fait c'est un mec qui va avoir, moi je déteste ça, mais X ISO par match, X pull-up 3 par match, je trouve ça con, hein. Franchement je trouve, tu vois, un pull-up de Jalen Brown, j'ai toujours dit c'est une victoire pour la défense adverse. Ça nous a pas empêché d'aller gagner pour le coup, mais c'est un mec tellement clivant qui me fascine. Moi c'est le genre de joueur qui me fascine. J'aime pas trop les mecs trop forts ou trop parfaits. Lui, il me fascine vraiment parce que du coup, il y a tellement de trucs qui vont pas en fait dans son jeu. Mais il semble quand même avoir une immense cote au niveau, j'allais dire mondial, quoi, on va dire. C'est assez. Ouais, ça me fascine. Tu vois, on a toujours dit que c'est le mec qui a le plus grand écart entre ce que, par exemple, bah, nous, on va penser de son niveau par rapport à ses concurrents directs et le grand public, entre guillemets, qui va souvent le mettre beaucoup plus haut que ce que nous, on peut le mettre. Donc, ouais, début de saison où l'utilisation ne convient pas trop, mais malgré tout, j'ai quand même conscience que tu vois, il y a plein d'équipes qui aimeraient bien avoir ce niveau de Jalen Brown, je pense, en fait. Parce qu'il y a tellement des joueurs moins bons, enfin, tu vois, moins efficaces encore. Je te dis, hein, il met pas un tir. Il met pas un tir. Et finalement, en fait, tu te rends compte qu'il est pas Ouais, si loin ouais, que ouais. ça de la moyenne. Oui, oui, mais bon, oui, ça stagne, quoi. Ça Ah, stagne. Après, en même temps, il rentre pas ses tirs, vu sa mécanique de tir, c'est pas non plus très surprenant qu'il. Non, mais c'est vrai. mais par exemple, tu vois, historiquement, il est bon au mid-range. Et là, en fait, là, il n'y a pas grand-chose, tu vois. La finition, par contre, la finition au cercle, on en avait un peu discuté, Bah, en cette même blessure, temps, elle fait un peu peur. Parce que bah, ça, c'est c'est un surtout qu'il truc. se les crée, ses tirs au cercle, Voilà. et il est toujours pas bon à se créer des tirs, hein. Donc, ouais, je sais Donc, pas. ouais. Et puis en Je... plus, Ouais. avec le fait que Porzingis enfin, ait été absent et loupe régulièrement des matchs, Jalen Brown est de facto le numéro 2, alors que l'année dernière, quand Porzingis était là, Jalen Brown était un peu le 2 bis, on va dire. Et du coup, bah, tu pouvais lui pardonner un peu plus d'écart. Là où si ça devient ton numéro 2, tu t'attends forcément à plus d'efficacité, quoi. Mais bon. Euh, est-ce que vous, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce que vous voulez parler d'un autre joueur dont on n'a pas parlé Eh ou on ben, clôture là-dessus, je sur me une rends pas note compte, négative? Non, mais c'est pas négatif, oh là. C'est pas négatif. Ça reste un joueur qui est capable d'assumer un gros volume, qui est un bon relais à côté de Tatum quand il est pas, quand il est sur le banc,
qui arrive quand même à s'exprimer dans ce spacing-là, qui laisse aussi un peu le ballon. En fait, le problème, c'est que c'est un joueur, quand il n'a pas le ballon, il sert. Enfin, il aide pas beaucoup, il participe pas beaucoup. Enfin, moi, je suis assez déçu de son. En fait, c'est même comme d'hab, hein, je pense que je l'ai dit 15 fois et je le répéterai jusqu'à m'en étouffer, mais c'est pas son approche du jeu qui me pose problème, c'est son utilisation, quoi. Ouais, Donc ouais. après, je sais pas qui de l'œuf ou la poule, hein, mais bon. Voilà, voilà. Mais non, pas du tout négatif. C'est un très beau début de saison. Il y a plein de trucs à apprendre. Non, c'est très chouette. On peut Ça parler, marche. des 3 matchs de Porzingis. Lui, il est revenu, il est reparti sur ses standards, hein. Lui, il n'y a pas Oui, de ouais. blessure qui tienne, il n'y a pas de retour. Il va être directement, il va scorer efficacement, il va protéger le panier. Je pense que j'ai pas trop de soucis. Après, il a l'habitude de revenir des blessures, donc il revient en forme. Oui, voilà. Tu vois, C'est tranquille. les rehab, lui, il sait ce que c'est. Donc, voilà. Mais je pense qu'il va faire du bien et c'est quand même un sacré game changer. Quand même. C'est quand même un sacré changeur de jeu, quoi. Mais par contre, je pense qu'il faut s'y attendre. On s'y attendait, mais là, je crois que le message est on ne peut plus clair de la part de Mazzulla. On l'a vu sur les 2 derniers matchs. Alors Ford et Porzingis, ça va jouer 50 matchs à tout casser cette saison, en Bah, fait. tant Ouais. mieux. Oui, oui, non, Qui se repose. Hein. complètement. Mais je pense que ouais, le Porzingis à 70 matchs pour être éligible aux récompenses de Non, fin non, non. d'année, je crois qu'on fait une croix dessus. Bah, tant mieux, on Euh, le payera moins cher. Oui, oui, non, mais puis de toute façon, c'est clairement pas l'objectif, je pense, ni de Oui. lui, ni des Celtics. L'objectif, c'est les playoffs, donc on veut qu'il soit en pleine forme. Petite question, l'année dernière, parce que Horford, ça fait des années qu'il joue plus les back-to-back, mais Porzingis, l'année dernière, il jouait les back-to-back? J'ai un doute. Non, je crois Je pas. crois pas déjà, hein. Euh, ouais, là, Moi, tu me mets un doute. dans mes souvenirs, je crois Non, pas je crois déjà qu'il jouait. pas. Je crois qu'il fait 60 matchs. Je crois que justement, il les fait pas. Il se baisse pas de la saison jusqu'au début des playoffs, quoi. Donc en fait, finalement, je pense que la gestion, elle va être classique et de toute façon, il faut pas tirer Il fait sur ces mecs-là, hein. 57 matchs, Ouais, exactement, il fait. mais tu vois, franchement, on a assez d'exemples de franchises qui ont leur saison presque annulée, enfin, par les blessures. Et sinon, on n'a que le poste du pivot à gérer, entre guillemets, que tu as la chance, mais ça, c'est une chance extraordinaire. Et Tatum, c'est encore. Il t'enquille des minutes déjà, c'est phénoménal. Quelle chance de ne pas avoir de saison jetée à la poubelle parce que tu as un de tes 3 meilleurs joueurs qui est jamais là, quoi. Donc voilà, on a le poste de pivot à gérer. Ça a été géré. Il y a 5 pivots qui peuvent jouer en NBA dans le roster. C'était pas anormal en fait, hein. Je pense que tout était ok. Et c'est top, hein. Enfin, c'est top. C'est en gestion, quoi. Ouais, complètement, complètement. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour. On reviendra probablement peut-être à la mi-saison, un truc comme ça. On verra si on a envie d'enregistrer peut-être entre les deux. On mettra le lien, pour ceux qui parlent un peu anglais, qui lisent l'anglais, on mettra le lien de l'article d'Azad sur John Brown. On le mettra en description du podcast, sous le tweet quand on tweetera le podcast. Vincent, Azad, merci Bah, pour merci à vos toi. analyses, vos Merci à interventions, toi. Et puis, ouais, n'hésitez pas à aller lire les commentaires des articles aussi. Hein. qui sont plus intéressantes C'était et méchant. plus drôles. Apparemment, elles sont plus intéressantes. En tout cas, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, moi, j'avoue, genre, j'avais déjà pas grande confiance en moi arrivant dans le truc. J'ai pris des scuds, j'étais là, genre, oh. Moi, je peux Non, dire c'est que vrai je suis un que fidèle lecteur et il faut aller lire les articles d'Azad parce qu'au-delà de la blague, alors les Américains ont pas l'air fan forcément de tout ça, mais moi Non. j'aime beaucoup, beaucoup le contenu et c'est souvent de qualité et avec un angle un peu différent de ce qui peut se lire sur le Celtics Blog qui est très bien, j'ai pas de soucis particuliers, mais au moins que l'angle soit nouveau et tout, je pense que c'est loin d'être inintéressant. c'est vrai. Et pour ceux qui trouvent que parfois dans la commu un peu NBA FR, il y a une guerre, les stats versus le high test et tout ça, bah, allez voir les commentaires des Américains et vous allez voir que c'est encore un autre monde. Euh, donc ouais, Azad évidemment à aller suivre ses articles sur le Celtics blog, Azad sur le Dreamcast Show, Azad sur le Basket Lab, Azad en vacances, Azad découvre le poney, enfin voilà quoi. Ça dans dépression, apparemment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre aussi, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je me suis essayé à la vidéo, on va essayer d'en faire d'autres. Vous y retrouverez les podcasts également.
Donc voilà, on a fait un bon petit tour. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.